Okay, so I can't see you, but that's okay. So first of all, we're going to start with definition and classification. So I don't know if you have access to UpToDate, but a lot of the information you can find there in UpToDate, which I think is a good, if you want to re-review it, I think it's a good resource. But the definition per UpToDate is what is a pulmonary embolism. So it is an obstruction of the pulmonary artery or one of its branches, and it actually can be from, classically we think of pulmonary embolism as being thrombus. And I'll pause and let you translate. Je ne sais pas si vous avez accès à UpToDate, mais d'après ce site UpToDate, l'embolie pulmonaire, c'est une obstruction d'une ou de plusieurs branches de l'artère pulmonaire et généralement c'est le résultat d'un thrombus. But it also can be infectious vegetation, tumor, air, or fat emboli can actually cause a pulmonary embolism as well. Mais ça peut être aussi le résultat d'une végétation, de tumeurs, de gaz ou du tissu graisseux. And the other part of the definition is that it originates from another part of the body and travels to the lungs. Et l'autre aspect de la définition, c'est que c'est un processus qui commence à partir d'un site distant et qui va s'installer au niveau des artères pulmonaires. Today we're going to only discuss thrombus. The other topics, vegetation, tumor, fat, and air, are very broad, and we'll only cover thrombus today. Aujourd'hui, on va s'arrêter s'attarder sur le thrombus et les embolies graisseuses, embolies d'air et des autres embolies qui résultent de la végétation. Ce sont des sujets qui sont assez larges, mais aujourd'hui, on va s'attarder seulement sur les thrombus. So, in generalization, the general way to classify it comes in three basic patterns. It's the temporal presentation, hemodynamics, and anatomic location. Mais généralement, il y a trois grandes façons de classifier l'embolie pulmonaire. Ça peut avoir rapport à la présentation au niveau du temps. Au niveau aussi, il y a une classification en fonction de l'état hémodynamique et une autre classification en fonction des données de la localisation anatomique de l'embolie. So first we're going to talk about temporal pattern. In other words, when the symptoms and pulmonary embolism took place. D'abord, on va parler de la fonction temporelle, c'est-à-dire quand l'embolie pulmonaire est arrivée. These are pretty self-explanatory. So acute being that the symptoms happened immediately, so you would call that acute PE. So c'est plus ou moins, ça s'explique. On a l'embolie pulmonaire aiguë, c'est-à-dire des symptômes qui se développent immédiatement après le début de la maladie. Subacute, so it presented within days to weeks. The symptoms presented prior to presenting to you for diagnosis. Ça peut être subaigu, c'est-à-dire des symptômes qui le patient se présente soit jours ou des semaines après le début du processus. And then chronic, which usually how one would get to chronic is that they would be presenting with something like pulmonary hypertension, and the workup for pulmonary hypertension would reveal old pulmonary emboli, and that would be chronic PE. L'embolie pulmonaire chronique,
c'est l'embolie qui se développe ou du moins qui est découvert très tard dans la présentation et généralement quand les patients sont en train d'être évalués pour l'hypertension pulmonaire. Hemodynamics are probably the mainstay of diagnosis of acute PEs. La classification en fonction de l'état dynamique, de l'état hémodynamique, c'est l'aspect la plus importante, si vous voulez, de la classification de l'embolie pulmonaire. In general, they become in three categories of massive or unstable PEs. Tout comme la classification en fonction du temps, ça aussi a trois grands échelons, c'est-à-dire l'embolie pulmonaire avec des patients qui sont instables, qu'on appelle embolie pulmonaire massive. Intermediate risk PEs. Des embolies pulmonaires à des risques intermédiaires, si vous voulez. And low risk PEs. Et des embolies pulmonaires à risque plus ou moins faible. We'll start talking about massive or unstable PEs and their definition. On va maintenant parler de l'embolie pulmonaire massive ou embolie pulmonaire avec des patients instables. So the hallmark of a massive PE is hypotension. Alors, le point clé de l'embolie pulmonaire massive, si vous voulez, c'est l'hypotension artérielle. It's defined as a systolic drop in blood pressure of 40 millimeters of mercury from its baseline, or less than 90 millimeters of mercury that lasts for more than or equal to 15 minutes. And there's no other explanation in which could explain it, other medical conditions that could explain that drop in blood pressure, and often requires vasopressors and inotropes. L'hypotension, dans ce cas, est définie comme une baisse de la pression artérielle de base de plus de 40 mm de mercure, si vous considérez la pression artérielle de base pour le patient, ou si la pression artérielle la pression artérielle systolique est de moins de 90 mm de mercure pendant pendant 15 minutes ou plus. Et ajouté à cet aspect, il n'y a aucun autre facteur qui pourrait expliquer cette chute de la pression artérielle. So often we think of massive or unstable PEs as being caused by what's called saddle PEs. A saddle PE is when a thrombus goes and lodges between the bifurcation of the pulmonary arteries and basically blocking both the left and right main pulmonary arteries. Généralement, on parle d'embolie pulmonaire massive quand on réfère à ce terme qu'on appelle embolie pulmonaire en cercle. C'est quand le caillot s'installe au niveau de la bifurcation de l'artère pulmonaire, et ça cause une obstruction à la fois de l'artère pulmonaire gauche et de l'artère pulmonaire droite. However, that's not necessarily the case. It is true that saddle PEs can cause massive PEs, but not every saddle PE will have hemodynamic instability. And in fact, sometimes small pulmonary emboli can cause very significant hemodynamic problems, especially in the setting of other comorbid conditions like heart failure, or they already have issues with their right heart. Things like this can also cause hemodynamic instability. Cependant, ce n'est pas toujours un rapport au calibre du caillot que l'on va définir l'instabilité.
Parfois, vous avez des embolies pulmonaires anciennes qui ne causent pas d'effet hémodynamique, tout comme parfois on peut avoir des embolies qui sont très petites, mais qui causent des effets hémodynamiques assez importants. So the takeaway here is an unstable or massive PE is defined by its hypotension and length of hypotension, but not all massive PEs are caused by large clots. So it's not the size of the pulmonary embolus that defines the massive in the word, but it's the effect. La leçon à retenir dans ce cas, c'est pas nécessairement la taille du caillot qui va définir l'état hémodynamique du patient, qui va définir si le patient est instable ou non, mais c'est l'effet au niveau de la pression artérielle, c'est-à-dire le degré de baisse de la pression artérielle et aussi la durée de cette hypotension. So, submassive or intermediate risk PEs. So we talked about massive, and then so the next intermediate part of the pulmonary emboli would be called submassive. On a parlé de l'embolie pulmonaire massive. Maintenant, on va parler de l'état intermédiaire, qu'on appelle encore embolie pulmonaire submassive, si vous voulez. Okay. So this would be a hemodynamically stable pulmonary emboli, and that can be defined as their blood pressure is stable when they walk in and they remain stable the whole time, or if that hemodynamic instability lasts less than that 15-minute window. So, ce sont des patients qui se présentent avec un état dynamique plus ou moins stable, ou du moins qui répondent, ou du moins ces patients ont été initialement hypotensifs, mais répondent assez rapidement à des interventions pendant moins que 15 minutes, si vous voulez. So hemodynamic instability is one part of it, and then the other part of it is you would do an echocardiogram, and you would evaluate the right ventricle. And if the right ventricle shows strain, in other words, evidence of volume overload and stretching of the right ventricle on the echocardiogram, we would call that right ventricular strain. So hemodynamically stable with right ventricular strain. Un second aspect de cette classification, c'est à part de la pression artérielle qui est soit stable ou qui répond rapidement en moins de 15 minutes à votre intervention, mais aussi ces patients vont avoir un signe de souffrance du ventricule droit quand on fait un échocardiogramme. The last subcategory in hemodynamics is low-risk PEs, which is simply they're both hemodynamically stable and they also have no evidence of right ventricular strain. Donc, le troisième aspect de la classification en fonction de l'état hémodynamique, c'est les patients avec des embolies pulmonaires à risque très faible. Ce sont des patients qui se présentent avec une pression artérielle qui est normale et qui n'a aucune évidence de souffrance ou de surcharge de volume au niveau du cœur droit. So we won't get into it today, but these are really the most important classifications when it comes to treatment later on. So just keep in mind these three categories because that will help you determine types of treatments going forward. Donc, on peut ne pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais rappelez-vous, que on va parler de traitement,
Cette classification va revenir parce que ça va décider quel type de traitement, dépendamment de l'état hémodynamique du patient, ça va déterminer le cours du traitement, si vous voulez. Okay. The last classification is basically the location of the clot within the pulmonary arterial system. Troisième aspect de la classification globale de l'embolie pulmonaire, c'est la localisation anatomique du caillot ou de l'embolie. So, like we already discussed, sometimes we call it a saddle pulmonary emboli, which is at the main pulmonary arteries. Comme on l'a dit tantôt, ça peut se localiser au niveau du tronc ou de la bifurcation de l'artère pulmonaire qu'on appelle embolie pulmonaire en selle. And then the other subclassifications of that are basically branches more distal from that. So lobar, segmental, or subsegmental branches of the pulmonary arterial system. Et la façon de voir cette, en fonction de la localisation anatomique, c'est quand le caillot se localise au niveau des branches distales, c'est-à-dire les branches lobaires, segmentaires ou sous-segmentaires. Obviously, whether it's bilateral, both lungs involved, or unilateral. Ça peut être aussi ça peut être classifié aussi au niveau de la localisation d'un côté ou de l'autre, soit unilatéral gauche ou droit ou bilatéral. So as we were talking about saddle PEs earlier, they represent 3 to 6% of all PEs. L'embolie pulmonaire en selle représente 3 à 6% des embolies pulmonaires en général. However, only 22% of these are hemodynamically unstable. Et de ces 3 à 6% au niveau de la population, au niveau du chiffre total d'embolie pulmonaire, au niveau de ces 3 à 6%, seulement environ 22% en cause des instabilités hémodynamiques. And they account for 5% of the mortality associated with PE. Et généralement cause la mort à environ 5% des cas. And another piece of information, so the subsegmental PEs, in other words, the ones that are extremely distal in the arterial branches, are more likely to cause symptoms such as pleuritis or pulmonary infarct. Les embolies pulmonaires les plus distales, c'est-à-dire celles qui se situent au niveau des branches sous-segmentaires, sont beaucoup plus aptes à causer des douleurs thoraciques comme la pleurésie ou l'infarctus pulmonaire. So I'll go through this very quickly because it's fairly self-explanatory. And another classification is whether it's a symptomatic versus asymptomatic pulmonary emboli. Some patients can present with PEs and have very little to no symptoms whatsoever versus the very classic presentation of people having pleuritic chest pain, shortness of breath, and hypoxemia. Au niveau des symptômes, ça s'explique qu'il y a des patients qui se présentent avec des symptômes classiques de l'embolie pulmonaire, tout comme il y a des patients qui sont complètement asymptomatiques, qui sont diagnostiqués avec l'embolie pulmonaire en performant des examens pour probablement aucune raison. So you are incidentally finding a pulmonary emboli on imaging when they didn't have any symptoms, basically, for asymptomatic. Généralement, ces patients, le diagnostic est posé de façon par coïncidence, si vous voulez, quand on fait des examens pour d'autres raisons. I'm going to go through this very, very briefly, and if you want to, you can look at the slide back on the video because we're a little short on time, but I think some just interesting numbers in terms of
who gets PEs, it's difficult to say because testing has changed how many diagnoses we've made. Because of tests like D-dimers and high-resolution CT scans, we're finding more pulmonary emboli than we used to because we're finding more asymptomatic ones. Alors, c'est un petit peu difficile, Serge, aussi d'analyser l'incidence de l'embolie pulmonaire dans la population mondiale parce que au niveau, au cours de ces dernières années, ces dernières décennies, il y a une forte augmentation du diagnostic d'embolie pulmonaire, tout simplement parce que on performe des examens soit sanguin avec le D-dimer ou le scanner à haute résolution ou d'autres causes. Donc, ça a causé une augmentation de la détection de l'embolie pulmonaire, mais on ne sait pas si c'est parce que les moyens diagnostiques sont beaucoup plus efficaces ou est-ce qu'il y a une augmentation de l'incidence de l'embolie pulmonaire au niveau mondial. We'll skip some of this to move along, but in general, African American adults are 50% higher than white patients to have PEs. However, white patients are 50% higher chance of having PEs from Asians, American Indians, and other populations in America. On va essayer d'aller un peu plus vite, mais généralement, les gens de race noire ont plus de 50% de chances de plus d'avoir de l'embolie pulmonaire chez les blancs. Par contre, les blancs, les caucasiens ont 50% plus de chances d'avoir l'embolie pulmonaire que les asiatiques et les américains, les indiens américains. There are other special populations that are more likely to get PEs than the general population. Just briefly, just hit a few of them. Patients with malignancy are more likely to get DVTs, therefore PEs. Pregnancy, people who have genetic predispositions have problems with protein C, protein S, and other genetic deficiencies like that, for example. Hospitalized patients are people who are either post-stroke or post-surgical. And also, go ahead, actually, I'll let you finish that part. That's right. So, il y a des populations plus ou moins spéciales qui sont à haut risque de développer de l'embolie pulmonaire, surtout les patients qui souffrent de cancer quelconque, les femmes enceintes, patients avec des prédispositions génétiques et les patients qui sont hospitalisés, soit avec des ACV ou des patients en post-op, sont généralement à haut risque de développer l'embolie pulmonaire. And there's other medical conditions also that can increase the risk of thrombosis, like nephrotic syndrome, or people who are on hormone replacement plus or minus smoking, and other medications such as thalidomide that would, in general, increase your risk of developing clots. Il y a aussi d'autres conditions médicales qui mettent des patients à haut risque de développer l'embolie pulmonaire. Ce sont des anomalies comme le syndrome néphrotique, les malades qui prennent des hormones comme l'œstrogène, la progestérone, et qui, les smokers et des patients qui font l'utilisation de la thalidomide. Obviously, that's not a complete list, but just in general. Donc, évidemment, la liste n'est pas complète. Il y a beaucoup d'autres conditions qui augmentent le risque d'embolie pulmonaire. So we have to think about where are the PEs coming from, where do they originate from in terms of thrombosis. So, maintenant, on va parler de l'origine de l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire
le lieu d'origination du carillon. The majority of the PEs are going to come from proximal lower extremity veins. La majorité de ces embolies vont venir des veines au niveau des membres inférieurs, des veines proximales au niveau des membres inférieurs. So these are deep veins above the knee. Ce sont des veines profondes qui se situent au-dessus du genou. So 50% of proximal vein DVTs also will have a PE at the same time of their diagnosis. Environ 50% des thromboses veineuses au niveau de ces veines au-dessus du genou, dans plus de 50% des cas, ces patients se présentent aussi avec une embolie pulmonaire. So distal DVTs or DVTs that are below the knee are not as likely to cause pulmonary emboli. Les thromboses veineuses des membres inférieurs qui se situent en dessous du genou sont très peu aptes à causer de embolie pulmonaire. However, if they're not treated, 2/3 of these can either resolve spontaneously or 1/3 of them can progress to become proximal DVTs, which then increase your risk of PEs. En ce qui concerne les thromboses veineuses des membres inférieurs, environ si ces embolies ne sont pas traitées, environ 60% vont se résoudre de façon spontanée, mais environ 30-35% des cas, elles vont progresser pour aboutir au niveau des poumons causés l'embolie pulmonaire. There are other sources such as upper extremity DVTs as well as abdominal veins. However, they can cause it, but they're much less likely to cause it than proximal vein lower extremity DVTs. Il y a d'autres types d'embolies veineuses qui peuvent causer l'embolie pulmonaire, comme la thrombose veineuse au niveau des membres supérieurs, au niveau de l'abdomen. Ces anomalies peuvent causer l'embolie pulmonaire à la fin, mais c'est moins probable que au niveau des thromboses au niveau des membres inférieurs au-dessus du genou. So when a patient gets a PE, how can the body respond to that? What does the body do when it responds to a PE? On va voir la réponse que le corps produit quand le patient a une embolie pulmonaire. As we already discussed, the patient may be completely asymptomatic. Comme on l'a dit, le patient peut être complètement asymptomatique. However, these are the things that when people have symptoms, the things that they can present with in terms of physiological responses. Mais quand les patients se présentent, sont symptomatiques, voilà les différents symptômes que ces patients peuvent avoir dépendamment de la physiologie du syndrome. So a hallmark of pulmonary emboli is pleuritic chest pain. Un des signes patents de l'embolie pulmonaire, c'est la douleur thoracique, type pleurétique. So this could be just from inflammation of the PE causing pleuritic inflammation versus, in some cases, they can actually cause pulmonary infarction, so death of pulmonary tissue. Usually, like we talked about before, this is distal PEs, either the subsegmental or segmental branches. Généralement, cette douleur thoracique type pleurétique va être causée soit par des réactions inflammatoires au niveau de la plèvre ou
Ça peut être causé par l'infarctus pulmonaire, c'est-à-dire la mort des cellules pulmonaires en raison du manque de perfusion. So they can present with chest pain, hemoptysis, things like that. Les patients peuvent se présenter comme avec la douleur thoracique et l'hémoptysie. Gas exchange abnormalities, such as, so you're going to have lower oxygenation. Des anomalies au niveau de l'échange des gaz, comme une baisse de l'oxygène, de la saturation en oxygène du corps. Elevated PCO2. Une élévation du pourcentage de gaz carbonique dans le sang. And usually increased respiratory rate. Et généralement une tachypnée. So it's difficult to get into all the reasons this is going to happen, but in general, you know, you're going to have ventilation and perfusion mismatches. C'est un petit peu difficile d'expliquer le pourquoi de toutes ces anomalies, mais généralement, c'est l'anomalie de base, c'est un manque ou un défaut au niveau de la perfusion par rapport à la ventilation. Also, because of inflammation, you can have lower surfactant production, which can cause atelectasis and dysfunction. Et à cause de la diminution de la ventilation, on peut avoir une diminution de la production de surfactants qui va causer une atelectasie. And also, because of these things, you get increased respiratory drive. All these things together can cause the elevated PCO2 and lower O2 because you're not getting the correct gas exchange. Puisque les échanges gazeux sont atteints, donc on a une diminution dans l'oxygène et une augmentation de CO2, de CO2. Donc, ça va causer une augmentation excuse me, what that should say. I'm sorry. That's decreased PCO2. I think I made a mistake there. That should be decreased PCO2 because when you have your increased respiratory rate, you're driving down your CO2. So that's an error there here. Okay. Donc, il y a une erreur. C'est au lieu de l'augmentation de CO2, il y a une diminution parce que quand il y a l'hyperventilation, on élimine le PCO2 de façon beaucoup plus accélérée. Donc, ça va continuer à augmenter le respiratory drive et va continuer va aboutir à la tachypnée. Okay. Je suis désolé. And then we already talked about the cardiovascular compromise. So, and that can be from either a large clot causing direct blockage of the pulmonary artery where the right ventricle cannot push against that, or perhaps the patient already has a coexisting disease and a weak cardiovascular system, and it only takes a small clot to cause the same symptoms. On a déjà parlé des effets au niveau du système cardiovasculaire qui, ça peut être un effet direct du thrombus ou de l'embole qui va causer une obstruction au niveau de l'artère pulmonaire, causant une diminution de la fonction du ventricule droit. Donc, ça va causer des effets hémodynamiques ou si c'est un patient qui a des anomalies sous-jacentes, il peut prendre un caillot très petit pour causer des anomalies majeures au niveau de l'état dynamique. Si le patient a déjà des anomalies sous-jacentes comme l'insuffisance cardiaque ou des problèmes pulmonaires assez avancés.
So we're going to be running short on time today, but I can get you an article that explains this last section. It's in English, but I think we can try to find something. So when we talk about diagnosis of PE, obviously the problem is can we take a person who walks in and try to risk stratify them into people who are more likely and less likely to have PE? So, un des étapes difficiles, c'est essayer de stratifier les patients en fonction des risques dont ils se présentent avec, pour pouvoir déterminer les patients qui sont à haut risque et les patients qui sont à bas risque d'avoir une embolie pulmonaire. A very useful tool to help us do this is something called the Wells criteria. Nous avons un outil assez important pour essayer de faire la démarcation qu'on appelle Wells criteria ou critères de Wells. So that helps us put people into 3 risk categories: low risk, which has 1.3% chance of having a PE; moderate risk, which gives us about a 16.2% of having a PE, versus high risk, which is about 38% chance of having a PE. So, les critères de Wells peuvent nous aider à classer les patients en low risk, c'est-à-dire les patients qui ont environ 1,3% de risque d'avoir une embolie pulmonaire, les patients qui sont considérés comme dans la catégorie modérée en fonction des critères de Wells, environ 16,2% de risque d'embolie pulmonaire, et les patients qui sont considérés comme haut risque en fonction de ces critères, c'est-à-dire ces patients ont près de 38%, environ 37,5% de risque d'avoir une embolie pulmonaire. So you can probably Google this and find it something in French. Also a better picture. I'm sorry about the quality of the picture, but this is just trying to give you an example of what the Wells criteria is. Ce tableau n'est pas de très grande qualité, surtout au niveau de la photo, mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver au niveau sur Internet et essayer d'apprendre ça et voir comment classifier les patients en fonction des critères de Wells. So you can see previous PEs, heart rate greater than 100, recent surgery embolization, clinical signs of DVT. Do they have a diagnosis that's less likely than PE? Hemoptysis, or do they have a pre-existing cancer? Those are the categories that assign you a number value, and then that number value can turn you into a pretest probability of either low, intermediate, or high. Ces caractéristiques cliniques, oui ou non, si le patient a eu un épisode thromboembolique, la fréquence cardiaque au niveau de plus de 100 par minute, chirurgie récente, ou est-ce que le patient a des signes et des symptômes de thrombose veineuse au niveau des membres inférieurs, ou est-ce que le patient a une autre pathologie qui peut expliquer les signes autres que donc, quand on fait la somme de ces scores, on va pouvoir classer les patients en risque faible, modéré ou élevé en fonction du critère de Wells, des critères de Wells. So, trying to figure out how to manage our time at this point, but that stratification system helps us understand who needs to be tested how to either rule out a pulmonary embolus
or who needs to have a lot of tests to even determine whether they should have, for instance, a high-resolution CT scan. This is why this is helpful. L'utilisation des critères de Well, du point de vue pratique, c'est que ces critères, la classification va nous permettre de décider lesquels des patients doivent avoir des examens plus avancés, comme un scanner à haute résolution pour pouvoir diagnostiquer l'embolie pulmonaire. Autrement, ça va nous permettre de déterminer s'il est nécessaire de poursuivre ces investigations ou non. So we're going to use that, the Wells criteria, in conjunction with another risk stratification tool called the pulmonary embolism rule-out criteria, or PERC for short. En association aux critères de Well, il y a un autre système que l'on peut utiliser pour pouvoir étayer la crédibilité du système pour essayer d'évaluer ou d'arrêter les investigations, continuer à évaluer ou d'arrêter les investigations. On appelle ça le PERC, P-E-R-C, qui c'est un système qui va permettre d'éliminer les chances d'avoir l'embolie pulmonaire avec des tests de prédiction clinique. So, the categories are age less than 50, heart rate less than 100, oxygen saturation greater than 94% on room air, no unilateral leg swelling, no hemoptysis, no recent surgery within the last month, and no history of past venous thromboembolism or no estrogen use. Les critères pour le PERC, c'est généralement l'âge moins de 50 ans, 0. La fréquence cardiaque de moins de 100, 0. Saturation d'oxygène qui est au-delà de 94%, 0. S'il n'y a pas d'œdème unilatéral des legs, des membres inférieurs, pardon, 0. Et pas d'hémoptysie, pas de chirurgie récente, pas d'histoire d'embolie au niveau des membres inférieurs et pas d'utilisation d'oestrogène. Tous ces patients vont scorer 0 et ça va nous permettre de déterminer si ou non on doit continuer les investigations en faisant l'association avec les critères de Well. So just to give you an example, if you have none of these things, these 8 criteria, you have less than 1% chance of having a PE. Donc, si le score est 0 en tabulant tous ces critères, donc la probabilité d'avoir une embolie pulmonaire est moins de 1%. So these slides are basically the written version of a algorithm that I'm going to show you. So and rather than go through each slide now because of time, I'm going to show you the algorithm here, which explains basically how we're putting those two things together to try to understand how to test people. So we're going to take the low probability PE folks that we did with our Wells criteria. Puisque le temps nous fait défaut, on va essayer d'aller à un algorithme qui va nous permettre de matérialiser l'effet, si vous voulez, des critères de Well et de PERC pour pouvoir vous dire ce que ces diapositives, la signification de ces diapositives, si vous voulez. The intermediate probability patients as well as the high probability patients. And we're going to take that information with the Wells criteria along with our
PERC, our rule-out criteria, and we're going to decide who needs what tests, if any tests, to make a diagnosis for PE. On va essayer avec aussi l'algorithme et parlant de PERC et des critères de Well, on va essayer de déterminer si les patients ont besoin d'autres examens, et si oui, quels examens ils vont en avoir besoin. So the testing, the things that we use in the States to make this determination relies on usually about 3 different tests are the ones that we would use the most. The biggest test would be a high-resolution CT scan with IV contrast to look at the pulmonary vasculature. Il y a 3 types de tests que l'on peut obtenir pour pouvoir aboutir au diagnostic. Premièrement, c'est le scanner des artères pulmonaires avec l'utilisation des contrastes intraveineuses. A ventilation perfusion scan, which is only used in the patients who, for some reason, can't undergo a CT scan, maybe because of renal failure or other reasons they can't have the dye or something like that. Chez les patients qui ne peuvent pas recevoir le contraste, le matériel de contraste pour faire le scanner, si les patients ont des insuffisances rénales avancées, ou s'ils ont des allergies au matériel de contraste, il y a le scanner ventilation perfusion que l'on peut aussi obtenir. So that's also called a VQ scan. On appelle ça V slash Q scanner. Le V c'est pour la ventilation et le Q c'est pour la perfusion. Yeah. A D-dimer, which is a highly sensitive D-dimer, which can help you risk stratify people with clots and without clots. Il y a ce qu'on appelle l'obtention du D-dimer, qui c'est un test qui est assez sensitif pour pouvoir déterminer les patients qui ont une activité assez avancée quand il y a des caillots qui se forment au niveau du corps. Understand, though, that the D-dimer can be falsely elevated because of pre-existing problems, say, for instance, after a surgery, or as we get older, our D-dimer levels increase with age, so you have to age adjust that number as well. Il faut garder à l'esprit que le D-dimer peut être élevé dans d'autres conditions, comme chez les patients qui ont une chirurgie récente, patients qui ont des infections, les patients âgés, ils peuvent avoir des D-dimers qui sont faussement élevés. And the other 2 things that we use are echocardiograms to look at the right ventricle sometimes, as we talked about, and then lower extremity venous ultrasonography to look for presence or absence of clot in the lower extremity. So, autre modalité, c'est l'utilisation de l'échographie, soit pour examiner le ventricule droit, ou parfois on peut utiliser l'échographie veineuse pour les membres inférieurs pour voir si le patient a des thromboses veineuses des membres inférieurs. Okay. So let's put all of this together to try to understand how do we use this information to try to help determine who needs testing and when they need testing. On va regarder l'algorithme pour voir quel patient a besoin d'investigation beaucoup plus poussée et si oui, quel type d'investigation ces patients auront bénéficié de, auront plus
dont les tests dont le patient pourront être bénéficiaires. So let's go through this diagram so we can understand how we're using this. Your patient comes in with a suspected PE. C'est un patient qui vient avec une suspicion d'embolie pulmonaire. So we're going to look at their pretest probability. So we're going to use the Wells criteria to look at their pretest probability. On va essayer de faire le pré-test pour voir en fonction des critères de Wells pour voir où se situe le patient. So from that, we'll either make them low, intermediate, or high. Dépendamment du score, en utilisant les critères de Wells, on va classer le patient à probabilité élevée, intermédiaire ou basse. So let's assume that we come in and we did our Wells and the patient is a low pretest probability. Si en fonction des critères de Wells, le patient se situe dans la catégorie à risque très basse. And then the next thing we would do is we would use our PERC, these. Donc, la prochaine étape, c'est d'utiliser les critères de PERC, qui comme vous le voyez, l'âge. And either that's going to be all negative, none of these criteria here. Si le PERC score est de 0, in which case we say that patient does not have a PE and no further workup whatsoever. Dans ce cas, on dit que le patient n'a pas d'embolie pulmonaire. Dans ce cas, il n'y a pas nécessité de conduire aucune autre investigation. Or they do have some criteria in this category. They'll have some criteria in this category here, in which case we'll treat them more like an intermediate risk patient. Si le PERC score est de plus de 0, c'est-à-dire s'ils ont des critères quand même pour le PERC, on va le considérer comme des patients à risque intermédiaire. So in that case, then we're going to use, in the States, we would use a D-dimer. In other words, we would look at if a D-dimer test is negative in the hospital that I work in, for instance, that tells me that there is a less than 5% chance of having a clot, or pulmonary embolism, or DVT. Donc, en faisant le test pour le D-dimer, si c'est négatif, donc il y a très peu de probabilité que ce patient ait une embolie pulmonaire. Which is less than 5%. C'est moins de 5% de chance. Yeah. So if we then have an intermediate or a low-risk patient that has some of these criteria, the PERC criteria positive, then we do the D-dimer. If it's negative, we don't do anything else. There's no imaging necessary, they're negative. Donc, si le D-dimer est négatif, donc il n'y a pas de nécessité de continuer les investigations parce que c'est très peu probable que ce soit embolie pulmonaire. However, if it's positive, then we would go on to other imaging that we talked about, such as the CAT scan with IV contrast, high resolution. Si le D-dimer est positif, dans ce cas, on va continuer avec les tests dont on a parlé, le scanner et le scanner avec ventilation, perfusion. And obviously, if they come in and they're a high pretest probability, you don't do any of this. You just go straight to imaging. Évidemment, si le patient se présente avec une probabilité élevée en faisant le pré-test, donc ça va conduire directement à l'imaging, aux examens au niveau des imageries, sans nécessairement aller au niveau des critères de Wells ou de Wright.
So we're running out of time, so I won't be able to get to all the things of treatment, but I just want to talk about treatment in general, how you're going to think about treatment at that point. Go ahead. On va brièvement essayer d'avancer avec quelques mots au niveau de traitement. So if a patient presents and you diagnose a PE, so it's going to matter then if they're hemodynamically unstable or if they're stable. Quand le patient se présente avec l'embolie pulmonaire, la première étape, c'est de déterminer si ces patients sont stables ou non au niveau de l'état dynamique. Are they able to oxygenate or are they not able to oxygenate? Oui ou non, est-ce que ces patients peuvent pourvoir leur corps en oxygène, s'oxygéner? So then it comes down to basically resuscitation, thrombolytics, and anticoagulation. Après avoir déterminé ces aspects, donc on va essayer d'avancer en faisant la resuscitation si c'est nécessaire, l'utilisation des thrombolytiques et des anticoagulants. So let's assume that a patient comes in with a massive symptomatic PE. They're hypotensive, they are hypoxemic as well. Prenons le cas d'un patient qui se présente avec une embolie pulmonaire massive, sur son hypotension, saturation en oxygène est basse. Donc, ces patients vont devoir besoin d'être ressuscités avec des volumes. You're going to try to stabilize them. You're going to try to oxygenate them either by giving them high flow oxygen or possibly intubation. On va essayer de ressusciter ces patients en utilisant, de ventiler ces patients soit en utilisant l'oxygène, supplémentation en oxygène, ou, si c'est possible, la ventilation mécanique. We're going to give them fluids to try to help improve their hypotension, but we have to be careful not to give so much that we cause right ventricular overload and more dysfunction. On va essayer d'utiliser des liquides intraveineuses, mais il faut être assez prudent pour ne pas causer une surcharge volumique chez ces patients, pour ne pas entraver la fonction du ventricule droit. We're also going to give them pressors, in other words, medications that are going to maintain their blood pressure. Most frequent choice would be norepinephrine because it has less tachycardia. On va devoir essayer utiliser des agents vasopresseurs pour essayer de maintenir la pression. Et l'agent le plus couramment utilisé, c'est norépinéphrine parce que ça a un effet moins au niveau du rythme cardiaque, de la fréquence cardiaque. So we're not going to be able to get into the details of this too much today. That could be a separate topic. But then you're going to talk about thrombolytics. Either we're going to give, in that emergency situation, we're either going to give systemic thrombolytics that's going to go throughout the system to try to dissolve the clots, or possible, in some cases, in some hospitals, depending on where you are, they have the ability to do catheter-directed thrombolysis or even embolectomy where they can grab the clot. Sans l'utilisation des thrombolytiques, il y a très peu de temps pour établir la discussion, mais on peut, dans ce cas, chez les patients avec des embolies pulmonaires massives, on peut utiliser les thrombolytiques, soit par voie systémique, en utilisant ça par voie intraveineuse, qui va agir au niveau des caillots, mais il y a des hôpitaux où on peut faire ce qu'on appelle le catheter-directed thrombolysis, ou une procédure dans lequel on va introduire directement
la politique au niveau des artères pulmonaires pour pouvoir dissoudre le caillot. And we'll get into the details of that later. Again, it's for massive PEs. Those are the really hemodynamically unstable, very, very sick patients that present. Donc, encore, ce sont les patients, cette modalité de traitement, on les fait surtout pour les patients avec des embolies pulmonaires massives, des patients qui sont instables. Okay. So from here, I want to talk about this. I really want to talk about more about take questions, and if I can find my area, I can see some people now, I think, maybe, to really talk about what kind of anticoagulants do you have available where you are? You want me to ask the question? Yes, I'm sorry, yes. Oh, what kind of anticoagulants do you have available where you are? So, Dr. Wright, je voulais savoir quel type d'anticoagulant que vous disposez là où vous pratiquez. I know that previously Cap-Haitian's microphone wasn't working the past couple weeks. I don't know if they have it fixed yet. So okay. We'll see if anyone responds. Papa ici, est-ce que vous savez? Vous m'entendez? HUH? They may have it on mute. Yeah, I unmuted them. So everyone should be good from our end, but they might have muted. Est-ce que vous avez une idée de quel type d'anticoagulant dont vous disposez, soit à l'HUH ou au niveau de l'hôpital Justinien? Okay, well, c'est la vie. So the mainstay of treatment then is going to be anticoagulation. And there's different types of anticoagulants. I'm not for sure what you have available there, but the most common being unfractionated heparin, just a good old heparin drip. Donc, les patients du type de médicaments dont vous disposez, mais généralement, les médicaments de premier choix, ce sont les injectables, les farines non fractionnées, et on utilise parfois intraveineuse. There's also other anticoagulants that you can use, such as injectable low molecular weight heparins like enoxaparin, for example. Il y a deux types d'héparines que l'on peut utiliser comme l'héparine à bas poids moléculaire, comme l'enoxaparin, comme appelle l'Ovinox. And also transitioning to oral medications, and the most common, of course, being Coumadin, because it's widely available and been used for many years. Donc, l'héparine peut être utilisée seule ou en faisant la transition entre l'héparine des injectables et la farine de Coumadin est très There are also some newer oral agents, which we won't get into too much today, but they are, in the United States, are taking over in terms of use versus Coumadin, but they have, that's a whole other topic I think we'll get into sometimes, but there are other oral agents that we have available now to use as well. Donc, à part du Coumadin, il y a d'autres médicaments que l'on utilise maintenant pour la dans le monde, pour le Cadaxal, tous les médicaments qui sont en nouveau, on ne va pas avoir de problème. Okay, you know what? I know it's been, we got a little slow start today. So I'm going to end with this, which is basically, so if your patient comes in with a PE, assuming they are not unstable, then really you're going to put them on anticoagulation, transitioning to an oral agent of some sort, and then they're going to be treated from, it depends on the patient, whether or not this is their first event, whether
something caused it or you couldn't find a reason that caused it, depending on whether they have high-risk reasons to continue to have clots or not, that could range from 3 months to a year to possibly the rest of their life, depending on those underlying factors. En fait, clé, c'est quand le patient présente avec les embolie pulmonaire, il va succès, ces patients vont être traités. La durée de traitement peut varier de 3 mois à 1 an et peut-être le reste de la vie, dépendamment des conditions qui ont provoqué l'embolie pulmonaire. Okay. Does anyone have any questions? Il y a des questions? Not today. Does anyone is anything confusing? Est-ce qu'il y a aucune confusion? No? Ça va. Okay. Okay. All right.